Bonjour à tous et bienvenue sur le JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto récentes et qui est sponsorisée aujourd'hui par Finst. On va commencer avec les arnaques et les piratages de la semaine. Le plus grossier d'entre eux nous vient de la Corée du Sud. Là-bas, une équipe de 3 suspects a été arrêtée après avoir arnaqué 71 personnes et piqué 3,4 millions de XRP, donc à peu près 3,1 millions d'euros au prix actuel, en seulement 8 jours. Pour cela, ils ont mis en ligne en octobre 2025 un site qui usurpait le logo et le nom de Flare Network, protocole connu qui propose notamment des jetons emballés destinés à la DeFi comme le FXRP. D'un côté, le faux site était accompagné de faux articles, de fiches Wikipédia, de vidéos YouTube, et de l'autre, apparemment, les victimes n'ont pas du tout été perturbées par le fait que le site flare.network soit remplacé par fxrpntwork.com. Et ce site n'a pas été le seul coup de cette équipe puisqu'ils ont refait pareil à plusieurs occasions avec d'autres URL pour un butin supplémentaire dépassant les 20 millions de dollars qui n'ont pas tous pu être saisis. Apparemment, il reste aussi un 4e membre de l'équipe qui est encore en fuite, mais au moins leurs activités ont été arrêtées pour l'instant. De l'autre côté du Pacifique, un procès contre Apple a été intenté le 24 juillet suite à la perte par 3 personnes d'1,8 million de dollars en tout à cause d'une fausse application de portefeuille crypto. Dans ce cas précis, il s'agissait d'une copie de Sparrow Wallet, un portefeuille disponible uniquement sur Windows, macOS et Linux. Les pirates ont fait une application bidon pour iOS, réutilisé l'image de Sparrow, et voilà le pire portefeuille de tout l'App Store. Mais vous avez entendu parler de moi. Le développeur de Sparrow Wallet avait signalé le problème dès janvier 2024, mais Apple a mis plus de 2 ans à répondre, et la conséquence a été pour les victimes qu'elles se sont fait arnaquer entre mai et août 2025. Cela dit, peu importe l'issue du procès, ça ne risque pas de trop perturber Apple, dont la capitalisation vient par exemple de dépasser celle de Nvidia. Avec tous les revenus qu'il génère, rembourser 2 millions de dollars à des victimes d'arnaque reste négligeable. Le coût le plus important sera certainement réputationnel, et là non plus l'effet ne sera pas forcément énorme. On ne peut pas en dire autant par contre pour la réputation de l'entreprise CoinKite, fabriquant les célèbres portefeuilles crypto Coldcard. Ce jeudi, ils ont été obligés de révéler une faille majeure dans l'algorithme de génération de phrases de récupération de leur portefeuille. Les cold cards, qui étaient réputés parmi les maximalistes Bitcoin comme les plus sécurisés de tous les portefeuilles, s'avèrent en fait souffrir d'un défaut majeur qui a permis à des pirates de deviner les phrases de récupération des utilisateurs. Au lieu des 128 bits d'entropie et plus dont le générateur aléatoire était censé profiter, il n'y en a que 72, voire même beaucoup moins selon d'autres chercheurs en sécurité. D'après l'équipe de Block, fabricant des portefeuilles crypto BitKey entre autres choses, ça descendrait jusqu'à 32 bits d'entropie, ce qui est ridiculement faible et rend viable une simple attaque par force brute, c'est-à-dire qu'un pirate essaye toutes les combinaisons une par une parce qu'il sait qu'il n'en existe qu'un petit nombre. Apparemment, tout ça résulterait d'une mise à jour en 2021. À ce moment, la fonction de générateur aléatoire conçue par Coldcard a été accidentellement remplacée dans leur code par une autre beaucoup moins robuste et personne ne s'en est rendu compte. Toutes les phrases de récupération créées sur la base de cette fonction inférieure sont donc vulnérables aujourd'hui. C'est comme ça qu'au final, des pirates ont pu vider plus de 4300 adresses et obtenir 1359 bitcoins, soit environ 86 millions de dollars. Et plusieurs versions des portefeuilles Coldcard sont touchées, de la Mark III à la Mark V et avec les logiciels internes publiés entre mars 2021 et maintenant. Donc si vous avez utilisé un de leurs portefeuilles, il y a de bonnes chances qu'il soit nécessaire de migrer vos fonds de toute urgence vers une nouvelle adresse. Et pour couronner le tout, il semblerait que la mise à jour logicielle déployée par Coldcard détruise parfois complètement les portefeuilles sur lesquels on essaie de l'installer. Ce qui m'a fait penser que finalement c'était pas la pire décision d'acheter un ledger et de voir mon adresse postale fuiter. Sujet suivant, l'Europe. Depuis les dernières évolutions législatives, vous n'ignorez pas que de nombreuses monnaies stables ont dû disparaître des plateformes d'échange locales. L'USDT a abandonné le marché et seules 3 grandes monnaies stables ont obtenu un agrément. L'USDC et l'EURC de Circle ainsi que l'USDG de Paxos. C'est le constat de Patrick Hansen, directeur de la stratégie pour l'Europe chez Circle, et il déplore cet état de fait. Concrètement, l'effet pour les clients européens est qu'ils ont accès à un marché plus petit et moins liquide. D'autant plus que parmi la trentaine d'autres monnaies stables plus petites émanant d'entités européennes, beaucoup ont encore des capitalisations minuscules ou sont carrément réservées aux institutionnels. Malgré la présence de ce fabuleux cadre légal unifié, le total des capitalisations des monnaies stables indexées sur l'euro en août 2026 est encore 400 fois plus petit que celui des monnaies stables indexées sur le dollar. Après, si on veut vraiment être très optimiste, on peut au moins se réjouir de l'idée qu'on se dirige vaguement dans la bonne direction, même si on est excessivement lent. C'est d'ailleurs aussi le cas de la Hongrie qui vient tout juste d'abroger un ancien régime légal extrêmement contraignant pour les plateformes crypto dont le non-respect pouvait mener à de la prison. Et simultanément, ils viennent de délivrer leur premier agrément MiCA à l'entreprise Tiwala Solutions qui gère la plateforme CoinCash. Et puisqu'il est question de plateforme crypto, je vais en profiter pour faire part du message de notre sponsor du jour, c'est-à-dire Finst, une plateforme d'échange certifiée MiCA située aux Pays-Bas. Car il y a quelques jours, ils ont fait une grosse mise à jour. Plus de 70 cryptos ont été ajoutés au site et en plus, ils proposent désormais le trading en USDC pour tous les actifs disponibles. En conservant, bien sûr, l'ensemble des autres services qui étaient déjà disponibles, Crypto Bundles, le staking, l'investissement programmé, etc. En plus, pour célébrer l'occasion, il y a une promo spéciale pour les nouveaux inscrits.
Si vous cliquez sur notre lien d'affiliation en description et que vous tradez au moins 1000 € avant le 31 août, vous pourrez bénéficier d'un cadeau de 50 € en Bitcoin. Alors si vous avez besoin de créer un compte sur une plateforme d'échange, n'hésitez pas à le faire chez Finst à travers le lien qui est en description de la vidéo. Maintenant, retour aux actus avec un constat assez terrible pour les amoureux de la crypto. Nous sommes aujourd'hui dans une phase particulièrement difficile pour le marché qui se contracte depuis très longtemps et qui a essentiellement disparu du discours public. Mis à part les fans de crypto, personne n'en parle, contrairement à 2017 où il y avait des reportages et des vidéos d'actu partout, comme ce complément d'enquête insupportable où le journaliste prononce son texte par groupe de 3 à 5 mots maximum. Il y a 4 ans, lors d'une précédente enquête, j'ai changé quelques euros contre du Bitcoin, une monnaie virtuelle à laquelle personne ne croyait. Aujourd'hui, tout ça c'est fini et ça se ressent dans l'activité on-chain. On dit souvent que les frais de transaction sont devenus faibles même sur Ethereum, mais ça n'est pas seulement à cause des mises à jour réseau. C'est aussi parce que des fois, personne ne se sert des réseaux. Il y en a qui sont complètement déserts, comme le montre ce petit tableau récapitulatif fondé sur les chiffres fournis par DeFi Lama. Malgré des levées de fonds qui se comptent en dizaines ou centaines de millions, de nombreux réseaux génèrent des revenus inférieurs à 10 $. Et la palme d'or revient évidemment à EOS qui a engrangé 0 $ de frais de transaction après une levée de fonds de 4,2 milliards $. Après, il faut quand même relativiser un peu. Même le Bitcoin, le numéro 1, est au fond du trou en termes de revenus. Alors que dans les périodes les plus fastes, les validateurs pouvaient engranger des millions en frais de transaction, aujourd'hui, ils doivent se contenter au total de 200 000 $ par jour, ce qui fait que les récompenses de blocs représentent plus de 99% de leurs revenus. Même le Bitcoin ne pourrait juste pas fonctionner sans cette inflation. Quant à Ethereum, d'après DeFi Lama, les frais sont de 230 000 $ environ et les revenus nets de 54 000 $. Et l'aspect graphique de ces données, on voit que ça sent le sapin pour tout le secteur. Donc ça n'est pas si surprenant que ça que tant de chaînes aient un revenu proche de zéro. Pas surprenant non plus que du côté des applications DeFi, une poignée d'entre elles capturent la quasi-totalité du volume et des revenus. D'après Ark Invest, rien que le trio Hyperliquid, Pump.Fun et Ethena, c'est 80% du total des revenus de la DeFi en ce moment. Et chez les plus grands qui ne font pas partie de ce top 3, ça se resserre aussi en interne. Par exemple, chez Aave, il a été décidé de désactiver une cinquantaine de réserves de liquidités et de quitter 4 réseaux. Sonic, Scroll, zkSync et Aptos, dont les revenus sont très proches de zéro d'ailleurs. Enfin, Aptos atteint presque 3 000 $ aujourd'hui, mais c'est quand même pas fameux pour un réseau financier mondial. Résultat, pour l'instant, il y a eu au moins une centaine de projets crypto qui ont fermé boutique en 2026 selon Root Data. Plateforme d'échange, portefeuille crypto, plateforme de staking, protocole de yield farming, tout y passe. Même des géants comme BitMEX et nos confrères de chez DL News qui avaient annoncé la fin de leur média en mai 2026. Apparemment, DL News va relancer son activité, mais tout le monde n'aura pas la même chance. Notamment, il y a quelques jours, la pool de minage Poolin, autrefois l'une des plus grosses au monde, a fait une demande de placement en redressement judiciaire. Le problème, c'est qu'ils ont moins de 10 millions de $ d'actifs et plus de 100 millions de $ de passifs. Même s'ils ont engagé des experts très compétents en restructuration, ça risque d'être un tout petit peu compliqué. Plus récemment, il y a aussi eu la plateforme d'échange Bitmart qui a annoncé sa fermeture. Le 26 août, le trading y sera arrêté et le 31 janvier 2027, la plateforme sera totalement mise hors ligne. Je suis pas sûr que qui que ce soit parmi vous s'en soit servi, mais si c'est le cas, vous en êtes informé. Et maintenant, pour finir sur une note un peu moins déprimante, j'aimerais parler pour une fois des aspects positifs des marchés prédictifs. Parce que même si les nombreuses manipulations de Polymarket ne me plaisent pas du tout, le principe d'un marché prédictif reste très intéressant et il l'est tout particulièrement lorsque les prédictions concernent des sujets qui ne peuvent faire l'objet d'aucun délit d'initié et d'assez peu de manipulation. Et parmi les sujets qui satisfont ces critères, on trouve tout simplement la météo. Alors bon, c'est vrai, techniquement, il y avait eu il y a quelque temps l'affaire du sèche-cheveux parisien, avec un pirate de rue qui allait envoyer de l'air chaud sur des capteurs de température pour gagner ses paris. Mais c'était surtout un problème de variété des sources pour déterminer le résultat, pas quelque chose d'intrinsèquement lié à la question posée. Et donc l'anecdote intéressante sur le sujet concerne 2 frères glaciers à Los Angeles qui en avaient marre de perdre de l'argent quand il fait froid ou qu'il pleut. Parce que quand il fait froid, personne n'a envie de manger une glace. Alors plutôt que de regarder leur compte en banque fondre à cause du froid, ils ont commencé à utiliser Kalshi pour parier sur la température ou la pluie. Et comme ça, avec 600 $ pariés par mois en moyenne, ils ont réussi à obtenir à peu près 1500 $, soit plus de 40% du loyer mensuel de leur boutique. S'ils gagnent leur pari, ils gagnent de l'argent, et s'ils perdent leur pari, c'est qu'il fait chaud et sec, donc ils vendent des glaces et ils gagnent de l'argent. La logique est imparable et ça permet à une PME de survivre alors que typiquement sur les marchés traditionnels, ce genre de pratique est réservé à des entreprises nettement plus grosses. Et bien que ça risque d'être beaucoup plus compliqué en France en pratique, si vous êtes aussi propriétaire d'une PME dont l'activité dépend de facteurs pouvant faire l'objet de telles prédictions, vous pourriez peut-être aussi bénéficier de cette pratique. Et sur ce, c'est la fin des actus crypto pour aujourd'hui. Donc je vous rappelle juste qu'il y a notre lien d'affiliation Finst en description et j'espère qu'on se reverra dimanche prochain sur YouTube parce que pour le mois d'août, on va repasser à 1 JT par semaine. Bonne fin de week-end et à bientôt!